société urbaine. Besoin de renouveau. Depuis toujours, j'entends les pires horreurs sur la Grande Motte. Elle serait l'exemple même de la folie des hommes. Comment a-t-on pu bétonner et massacrer le littoral? Et qui peut accepter de passer ses vacances ici, dans cette sorte de Sarcelles-sur-Mer? C'est vrai que vu d'ici, on peut se demander si tout ce béton n'est pas le résultat du cerveau dévoyé de promoteurs sans scrupules. Et pourtant c'est l'État, oui, l'État, qui a décidé un jour de faire le bonheur des vacanciers et de construire cette cité balnéaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas que des vacanciers à la Grande Motte, on vit ici toute l'année. Vous ne trouverez pas seulement les stores tirés de résidences secondaires et des retraités qui font des compètes de lunettes de soleil. Vous croiserez aussi des jeunes avec des mèches qui traînent à la sortie du lycée, des écoliers qui apprennent à faire des divisions, 14 médecins généralistes, un otorino et un psy, au cas où l'architecture vous donnerait du vague à l'âme. Bref, aujourd'hui, il y a une vraie vie, une vraie ville. Sous le béton, la Grande Motte. Alors j'ai voulu aller les voir de plus près, ces 8000 habitants qui vivent dans les vêtements trop grands d'une station construite pour 100 000 vacanciers, construite pour ouvrir l'été et fermer l'hiver. Leur demander ce qui s'était passé ici dans les années 60 et comment on avait pu en arriver là, et aussi ce qu'ils lui trouvent à la Grande Motte. Car il y en a eu des débats, des polémiques, des gens désespérés face au béton, comme Jannick Sassoon, qui vit ici maintenant mais qui venait déjà adolescente avant que tout ne démarre. On a du mal à imaginer ce qu'il y avait à l'époque, au début des années 60. Il n'y avait pas tous ces arbres, il n'y avait pas tous ces parcs, il y avait une bande de terre plutôt marécageuse. L'enfant du pays. Avec des longues plages de sable fin qui étaient bordées de très hautes dunes, de très belles dunes, chevelées d'Oya. À pied, je partais du rivage, je me baignais et puis j'allais voir les oiseaux, les flamants roses, les échassiers, les ragondins au bord du canal. Donc c'était la petite Camargue, il y avait une très belle végétation. Du jour au lendemain, on a vu arriver des engins de génie civil qui ont commencé à éventrer, à creuser, à labourer ce sol. Et pour nous, c'était quelque chose d'effrayant. Et je peux dire que on avait quand même une certaine rage parce qu'on avait l'impression que ça se faisait un petit peu sans nous demander notre avis, puisque ça avait été décidé par Paris, par le gouvernement. Et donc, on se disait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de nous bétonner ce petit paradis. On n'est pas d'accord. Et le responsable de ce grand complot, des pelleteuses et du béton à venir, ce n'est personne d'autre que lui, le général. C'est lui qui ordonne la construction de la Grande Motte et des 5 autres stations balnéaires de la côte languedocienne. Un projet d'une telle ampleur qu'en ce jour d'octobre 67, De Gaulle est venu en personne inaugurer le port de la Grande Motte. Tandis qu'éclataient les villes côtières, le général voit d'un mauvais œil ces touristes du nord de l'Europe qui traversent la France sans s'arrêter et filent vers la Costa Brava, en Espagne. La civilisation des loisirs et des vacances est en train de naître et la France n'a rien pour cette classe moyenne qui réclame son bout de plage. Pourtant, de Montpellier à la frontière espagnole, gît une terre immense, inhabitée et sublime, le Languedoc-Roussillon. Ouvriront à l'Europe les portes du littoral Languedoc-Roussillon. Mais ce que l'État redoute, c'est ça. Une urbanisation sauvage qui a déjà commencé, des kilomètres de maisons bâties à la hâte de chaque côté d'une route qui longe la plage, défigurent le littoral et ne répondent pas aux besoins massifs des nouveaux vacanciers. On ne peut pas parler de la Grande Motte sans parler de l'aménagement du littoral. L'architecte adjoint. La Grande Motte, c'est une des 6 unités touristiques qu'on a fait pour concentrer la population des estivants qu'on attendait et laisser ce qu'on a appelé des poumons, parce que la côte était vierge, on craignait que tout se développe comme commençait à se développer par la Vassé-Carnon, d'une façon linéaire, premier rang et deuxième rang d'une route où il y a des morts tous les ans. Donc l'idée des urbanistes était de concentrer un point fort dans chacune des 6 unités touristiques.
C'est dans les années 60 que, jeune professeur de géographie à Montpellier, Jean-Paul Vol a découvert ce projet d'aménagement du Languedoc. Il y a un aspect vertueux dans la mission. Le prof de géo. Sachez faire de la ville et sachons protéger ce qui sera entre les villes. C'est un vecteur qui aujourd'hui nous paraît au cœur de la pensée urbanistique de demain. Ça date des années 60. L'ambition est immense. La côte languedocienne, longue de 180 km, est un marécage inhospitalier. Assainissement, démoustication, plantation, construction de villes, d'autoroutes, de ports, les travaux sont titanesques et c'est l'État qui paye. Il se lance dans l'une des plus grosses opérations d'aménagement du territoire et on attend 1 million d'estivants sur ces plages. À l'automne 1967, De Gaulle découvre les maquettes de la Grande Motte. La construction de la ville a été confiée à l'architecte Jean Balladur, un cousin d'Édouard. Sur ce film, on le voit alors qu'il vient de présenter au général son projet de pyramide. De ce marais tout juste remblayé, il ne reste à l'architecte qu'à faire surgir une cité balnéaire. Il n'y avait rien. C'est ce qui était magnifique. J'ai trouvé ça magnifique, par les moustiques bien sûr. Et par contre, un exercice infernal, composé sur rien. Quand j'ai commencé à poser ces pyramides assises au bord de la mer, elles ont paru un peu étranges. Il m'a semblé, en premier temps, que un profil pyramidal était un profil qui, parce qu'il assure un mouvement continu du sol à l'immeuble, recrée un relief artificiel et s'associe beaucoup mieux au site d'un paysage horizontal que, par exemple, une tour verticale qui a un côté agressif et qui est une rupture avec l'horizontale du sol. Pour déterminer le nombre de vacanciers qu'accueillera cette cité du futur, Paris fait des calculs savants. On vient mesurer la plage et on estime qu'il faut 10 mètres carrés à chaque estivant pour étaler sa serviette. Les promoteurs trouvent ça trop généreux et finalement ça sera 5 mètres carrés chacun et donc 2 fois plus de vacanciers dans la station. À chacun aussi son studio-cabine, sa loggia ou sa terrasse. Un lit, un morceau de soleil, un bout de plage, la civilisation des loisirs, organisée et planifiée, est en marche. Les 2 premières pyramides surgissent sur ce qui deviendra un port. Les pyramides apparaissaient comme un univers délirant dans un espace qui restait, je dirais, c'était fantastique, mais en même temps particulièrement traumatisant, parce que on se dit, mais ils sont fous. Ils étaient vraiment fous. Les étudiants nous disaient, mais vous vous rendez compte, ils construisent une station là, ils vont faire des immeubles là, mais qui va venir habiter ici? C'était très amusant à chaque fois que je revenais de voir un nouvel immeuble, une nouvelle rue, quelque chose de nouveau, et de voir se construire la ville pendant toute mon adolescence. Comme je vivais pas ici, je revenais à chaque vacances scolaires. À chaque vacances scolaires, il y avait quelque chose de nouveau. Mais l'architecture radicale affole. En août 70, 3 ans après le début des travaux, même le ministre de l'Équipement, Albin Chalandon, fait machine arrière. La presse se déchaîne contre la Grande Motte, crie au scandale et dénonce un univers de béton et de bêtises. Au bout de 3 ans de chantier, il y avait donc une douzaine de pyramides, des chantiers qui commençaient à pousser un peu n'importe où. Quand je rentrais, je traversais 20 hectares de Grande Motte pour rejoindre ma maison au Gros. 2 ampoules à 1,6 km l'une de l'autre. 3e, 6e, c'est tout. Et je me rappelle, maître dit, moi, j'ai transmis à Balladur, mais plus tard, il était en train de faire un musée du béton. C'est
invivable. Parce que ça ne voulait pas vivre. La Grande Motte n'a pas du tout le même visage qu'au début. Au début, il y avait que du béton. Les gens qui venaient, ils étaient affolés. Il y a des pyramides en béton partout. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien. Les routes, elles étaient à peine goudronnées. C'est vrai que les débuts ont été comme ça. Mais maintenant, promenez-vous. Vous pensez que les gens, les gosses qui vont à l'école ici, ils passent par des allées piétonnières. Les allées piétonnières, vous faites toute la ville avec des allées piétonnières en vélo. Les gosses viennent de l'école, je les vois passer derrière chez moi pour aller dans les maisons derrière, tout en vélo, avec des arbres des deux côtés. Mais c'est devenu... La qualité de vie est La qualité de vie pour les gamins, important, hein. Oh là là. Quand les gens autour de moi disaient c'est pas beau, la Grande Motte c'est que du béton, j'ai jamais pu comprendre parce que c'était quand même un béton organisé, c'était pensé, c'était réfléchi, il y avait une certaine philosophie derrière, ça avait rien à voir avec une ville nouvelle, habituelle. Et puis les arbres ont poussé et maintenant le premier choc je pense que les gens ont quand ils arrivent ici c'est de se retrouver dans un jardin. C'est une ville parc, c'est une ville jardin et quand on arrive à la Grande Motte on est frappé par par cette verdure, par ces arbres magnifiques. Et c'est un miracle. Dans le plan d'urbanisme, l'agent Balladur a défendu la place des espaces verts comme troisième élément fort, naturel, disons, pour accompagner l'urbanisme. Le paysagiste. Ça fait pratiquement 30%, un tiers de la surface aménagée, consacrée aux espaces verts. Quand on se promène dedans, les gens le découvrent, eh bien, il y a un bon lubrifiant, c'est la chlorophylle. La végétation fait que ça a rendu le béton plus humain, plus acceptable. Et plus encore, la forêt de béton tant décriée du bord de mer sert de bouclier contre les vents salés qui brûlent la végétation de cette région désertique. L'idée est simple, encore fallait-il y penser. À l'abri derrière les pyramides, plus on s'éloigne de la mer et plus on a d'arbres. Du coup, après des décennies de dénigrement, aujourd'hui pas une seule association écologiste à l'horizon pour critiquer la Grande Motte. L'environnement de la Grande Motte, c'est un environnement que j'appellerais être de haute qualité environnementale, si vous me permettez. Parce qu'il est c'est le seul endroit en Languedoc où la prise en compte de l'environnement a été, dès le départ, un élément majeur de la production de l'espace urbain. Mais le mal est fait. La Grande Motte ne s'est jamais débarrassée de cette mauvaise réputation de ville bétonnée. Pourtant, le succès de la station est indéniable. Les vacanciers vivent à la Grande Motte, le rêve fabriqué pour eux, s'entassent sur la plage au mois d'août. Mais il n'y a pas que les enfants qui profitent de la Grande Motte. Les promoteurs continuent de faire fortune, car le programme de construction ne faiblit pas. Après le centre-ville, on construit la Grande Pyramide, puis l'ouest de la ville. Alors voilà, la Grande Motte, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, au contraire. Elle est la trace d'une époque lointaine où l'État pensait pouvoir tout prendre en charge, même le bonheur des gens, et s'engager dans le rêve fou de créer un lieu où on pourrait adorer le soleil. Je regarde la Grande Motte s'endormir. Je me demande tout de même qui sont ces personnes perdues dans des immeubles vides et après quels rêves on court à la Grande Motte quand la saison est finie. C'est la meilleure cité équipée de tout l'environnement des petites villes en Languedoc.
Faut pas l'oublier quand même. On est passé du statut de station à celui de ville. C'est-à-dire une ville qui commençait à accueillir des habitants tout au long de l'année. On avait au début quelques milliers d'habitants. Le maire. Et puis rapidement, la population s'est accrue. Les commerces qui étaient à 80% saisonniers ont commencé à devenir de manière plus importante des commerces permanents, des commerces qui sont restés ouverts à l'année. L'hiver, là, fallait voir. Hein. Le commerce, quand il était ouvert, des fois, on voyait un client dans la journée. Hein. Dans cet extrait audio, Jean Balladur se souvient de ce moment où tout le monde a retenu son souffle et la ville a basculé. Il faut bien voir que la Grande Motte est une opération créée ex nihilo. Et il y avait le problème du poissonnier, parce que le poissonnier disait « je viendrais bien s'il y avait des habitants l'hiver », et les habitants disaient « je viendrais bien habiter toute l'année à la Grande Motte s'il y a un poissonnier ». Alors, à un moment donné, il y en a un qui se décide. Effectivement, le temps qu'une collectivité s'organise avec tous les instruments dont elle a besoin pour vivre, il a fallu un certain temps. Paul Gineste, l'architecte adjoint, m'a confié qu'il n'avait jamais cru que la Grande Motte ne serait qu'une station balnéaire. Discrètement, Jean Balladur a fait réserver un terrain pour l'école, la poste, la gendarmerie. On érige une église et très vite, les habitants obtiennent ce qu'on appelle ici pompeusement l'indépendance de la ville. Tous les ingrédients d'une ville permanente sont posés dès les premières années. Aujourd'hui, nous avons plus d'1 millier d'enfants scolarisés, que ce soit à l'école maternelle, au groupe scolaire primaire, au collège, au lycée, puisque nous avons la chance d'avoir aussi un lycée. Je pense que l'architecte en chef, Jean Balladur, est complètement enserré dans son paradoxe que j'appellerais conceptuel. Il a la volonté de répondre à la demande, de créer une station pour que les vacanciers s'y arrêtent, s'y sentent bien, et que les familles y trouvent des agréments. Mais en même temps, c'est un urbaniste. Il veut faire de la ville. Il fait de la ville. Il va très loin dans la pensée urbaine. Et il joue sur les deux tableaux. C'est donc ça, la Grande Motte. Ça marche parce que l'architecte n'a pas répondu au programme qu'on lui avait demandé, ou en tout cas l'a largement dépassé. Mais alors, tout va bien sous le soleil de la Grande Motte? Aucune ombre au tableau? Pendant l'été, vous trouverez que des studios à louer pour la semaine. Mais pour louer un appartement à l'année, c'est un casse-tête. Pour un couple ou c'est tout. Mais avoir des enfants, un F3 ou un F4, c'est pas facile de trouver. Il y a à la Grande Motte pratiquement 9000 studios. Vous vous rendez compte, c'est pratiquement, ça constitue 42% de l'habitat grand-mottois. Donc ces studios qui sont loués en grande partie que l'été, pourraient être loués à l'année pour partie. Hein. En termes fonciers, nous avons atteint nos limites, mais par contre, en termes de population, nous avons des capacités encore d'accueillir une population supplémentaire, puisque nous avons les infrastructures pour cela, nous avons l'habitat pour cela. Simplement, cet habitat qui est aujourd'hui, qui est existant, doit être aménagé, amélioré, requalifié pour pouvoir accueillir cette population supplémentaire. Aujourd'hui, le studio de la Grande Motte n'offre pas de solution. Mais par contre, on peut parfaitement penser qu'une réhabilitation de certaines pyramides, où il y a beaucoup de studios, passer d'un studio à un 2 pièces ou un 3 pièces, couper des cloisons, c'est difficile. On est sur des structures de béton et c'est délicat. On n'ose pas trop y mettre le nez, mais il faudra. Et donc mettre le nez dans des copropriétés pléthoriques, faites de centaines de propriétaires dispersés partout en France, autant dire un vrai casse-tête. Il faudra sans doute, ironie du sort, de nouveau recourir à l'État pour inciter tout ce petit monde à faire des travaux et offrir des appartements dignes de ce nom aux nouveaux arrivants. Il y a aujourd'hui une pression démographique très importante, vous le savez, en Languedoc-Roussillon, dans le département de l'Hérault en particulier, et notamment sur le littoral. Et une ville comme la Grande Motte, aujourd'hui, a atteint, en termes de foncier, des prix qui dépassent souvent les prix pratiqués à Montpellier. Et oui, avoir la vue sur la mer et vivre les pieds dans l'eau à 15 km de Montpellier, dans une ville entourée de parcs naturels farouchement protégés par le Conservatoire du littoral, ça a un prix. 5 000 € le mètre carré, soit 50% de plus qu'à Montpellier.
Il y avait aussi une espèce de snobisme. C'était pas de bon ton de venir à la Grande Motte parce que au départ c'était pour les classes moyennes. Alors beaucoup de personnes allaient sur la Côte d'Azur et nous, plusieurs personnes, on ne voulait pas venir à la Grande Motte parce que ça faisait populo. Et il faut dire que c'était pas cher à l'époque. Ça a été intéressant aussi au niveau financier. Hein. Le prix de l'immobilier a été multiplié par 10. Et maintenant, nous avons nous-mêmes des amis qui étaient sur la Côte d'Azur et qui viennent s'installer à la Grande Motte. Donc il y a un renversement de situation. La Grande Motte a un avenir urbain, régional. Et elle ne restera pas à 8000 habitants. Je suis à peu près convaincu qu'on ne peut pas continuer à laisser la Grande Motte dans sa situation alors qu'on a une infrastructure urbaine pour une population de 15 000 à 20 000 habitants permanents. C'est ça, la morale de l'histoire. La petite station balnéaire, longtemps méprisée, est en passe de devenir la banlieue chic de Montpellier. Elle n'est ni un désastre écologique, ni une aberration urbaine. 40 ans après, la civilisation des loisirs n'est pas celle que l'on avait imaginée à la fin des années 60. Mais la Grande Motte, elle s'en fiche. Les grands commis de l'État l'avaient conçue pour des vacances populaires. Ils étaient loin d'imaginer qu'elle pourrait bien incarner un certain rêve urbain du XXIe siècle.